to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Le 5 juillet dernier, un film a été édité en DVD Blu-ray, alors pour ne pas dire de bêtises, voilà, édité chez Pyramide Vidéo et distribué par Arcadès. Ce film avait été sorti en salle le 9 février 2022. Ce film, c'est un enquête sur un scandale d'État. C'est réalisé par Thierry De Perettis, son 3e long métrage. Et Thierry est là aujourd'hui pour en parler. Je suis très content pour beaucoup de raisons. Le film existe depuis un certain temps. Il y a déjà eu de la promotion autour, mais il est quand même là et ça me fait vraiment plaisir. Comment allez-vous, Thierry? Ça va, le plaisir est partagé. Ça va bien. Je vous remercie. Et je remercie Thierry Vidot, sans qui cette émission n'aurait pas lieu, donc pour l'aide à apporter à la conception de cette émission. Alors, vous avez fait 3 films. Le premier, c'est Les Apaches, si je ne me trompe pas. Ensuite, Une vie violente. Et le 3e, c'est donc Enquête sur un scandale d'État. Et là, je vous une petite digression subjective. Je trouve que Enquête sur un scandale d'État est vraiment pour moi un film assez important et assez fondamental, même sur ce qu'on appelle le genre, si on peut dire le film dossier, quelque chose comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin et on va en parler de ça aussi. Et c'est peut-être un sentiment personnel, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve, et là, peut-être ce sera la seule question qui parlera un peu des 3 films que vous avez faits. J'ai toujours eu cette impression, et ce qui fait que je m'identifie très vite au film, même si parfois je suis éloigné des gens qui composent le film, ou voire même du genre ou de l'endroit de la situation, c'est le fait que vous avez une façon de mettre en avant les sentiments personnels, que ça devienne le moteur de votre mise en scène. Je parle des 3 films en l'occurrence, parce que vous êtes aussi acteur et metteur en scène de théâtre. Et là, c'est plutôt les 3 films de cinéma. Est-ce que cet élément, que les sentiments personnels finissent par devenir le moteur de la mise en scène, est-ce que c'est quelque chose de très important pour vous, si tant est, ça l'est? Ouais. Oui, c'est vraiment important. Alors, c'est ça, et aussi peut-être les fonctionnements intérieurs des personnages qu'on voit et qu'on suit, et leurs projets, et surtout le changement de leurs projets, leur changement au fur et à mesure du temps de leur projet intime et de leur projet politique. Donc ça rejoint effectivement les sentiments, parce que les sentiments qui m'intéressent de guetter, c'est leur pas non pas leur progression, mais leur mutation en fait à l'intérieur des personnages, et de pouvoir mettre le spectateur dans une position où il va être connecté à ces changements et qui va pouvoir en être vraiment témoin, de dire ah tiens, quelque chose est en train de bouger, quelque chose que je croyais au départ qu'on partait avec ça, puis finalement au gré du film, du récit, finalement les choses bougent, et ça me permet de revoir mon jugement, en tout cas mon positionnement sur les personnages et sur le récit, qu'ils font des choses au fur et à mesure du film. Je sais pas si je réponds à cette question du sentiment. Parfaitement, parce que ça me donne envie de vous en poser une autre, donc tout va bien alors. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour le dernier, pour Enquête sur un scandale d'État, est-ce que vous aviez déjà en tête, lorsque le scénario était écrit, est-ce que vous avez déjà en tête des visages, ces visages-là, c'est ceux de Pio Marmaille et de Roche Dizem, en tête, et donc est-ce que vous avez écrit en fonction de ce qu'ils ont pu donner dans le cinéma de vos confrères et consoeurs, ou quand vous écrivez un scénario, donc quand vous définissez des personnages, vous refusez d'avoir tout de suite en tête des noms d'acteurs ou d'actrices? C'est les deux. Alors là, les deux visages que j'avais en tête, c'est le visage d'Emmanuel Sansen et le visage de Hubert Avoine, qui sont les personnages qui ont vraiment inspiré les 2 personnages de Stéphane Wilner et de Hubert Antoine. Donc c'est avec eux que j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai discuté, que j'ai traîné, qui m'ont amené partout où le film va, en Espagne, en Suisse. Et donc c'est eux que j'avais en tête. Et j'écrivais comme si c'était étrange d'ailleurs, parce que j'écrivais comme si c'était les personnages du film, mais c'était des personnages de la réalité qui a inspiré le film. Ensuite, le scénario ne s'arrête, j'arrête pas d'écrire le scénario à un moment. C'est-à-dire, il n'y a pas le scénario s'écrit à un moment, puis tout d'un coup le casting commence, et puis une fois que le casting commence, on est en préparation, puis le tournage. Le film
se réécrit tout le temps, y compris pendant le tournage. Donc, les modèles qui étaient Hubert et Emmanuel ont laissé la place dans mon imagination à Pio Marmaille, à Rose Dizem, à Vincent Lindon, à Valérie Bruni-Tedeschi, et ça a modifié le scénario, ça a modifié les personnages, ça a modifié le texte évidemment. Donc c'est un aller-retour permanent. Je ne peux pas penser aux acteurs avant de me mettre en chantier de la même façon que je dis pas j'ai besoin d'avoir les acteurs en tête avant de commencer à écrire. Mais c'est un peu les deux. C'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que il y a une version du scénario qui est plus ou moins aboutie, puis le travail avec les acteurs commence. Et le travail avec les acteurs, c'est pas simplement le casting, c'est vraiment des discussions jusqu'à ce que des acteurs justes qui vont jouer les rôles soient là. En l'occurrence, dans Enquête sur un scandale d'État, il y avait Vincent Lindon très tôt. Oui. Et il y a eu tout un chemin, et c'est un peu le cas, c'est ce que j'aime aussi sur les films, il y a tout un chemin qui se fait. Et Vincent Lindon était censé interpréter le personnage d'Hubert Antoine au départ. Et donc, avant même et là pour le coup, avec Vincent, on s'est rencontrés au moment où j'avais écrit vraiment les premières notes sur le film. J'avais à peine décidé que je ferais le film, qu'on s'est rencontrés pour ça, pour savoir si, en lui racontant un peu de façon succincte le récit, si ça l'intéressait, et j'ai écrit aussi en l'ayant en tête, à la fois en ayant le modèle sous la main, enfin dans ma vie, j'allais dire, et en ayant Vincent Lindon aussi en ligne de mire. Et puis voilà, tout un tas de raisons finalement. Il n'a pas joué Hubert Avoine, mais Jacques Billard. Et voilà. Mais donc c'est un aller-retour. C'est pas j'écris pas avec Vincent Lindon en essayant de voilà, mais c'est plus le temps qu'on passe ensemble, par exemple avec Vincent Lindon, les rencontres qu'on fait. Je lui tenais au courant de mes d'ailleurs ils se sont rencontrés avec Hubert Avoine, je le tenais au courant de mes avancées, mes avancées dans le scénario, du film, où on en était, etc. On passait du temps, on parlait du film et d'autres choses, et forcément cette rencontre, cette relation entre lui et moi, elle a influencé aussi l'écriture. Mais comment fait-on c'est effectivement pas mal de questions sur la cuisine interne, j'en suis désolé, je suis très curieux là-dessus, mais ça me passionne beaucoup la fabrication des défis, mais comment fait-on, et cette question a un lien très fort avec ce que je trouve extraordinaire dans votre film, c'est que très vite, enfin moi me concernant très vite, on oublie que c'est tiré d'un fait réel, c'est qu'il y a quelque chose, mais ça on va en parler juste après au niveau de la mise en scène, mais comment vous faites pour vous réapproprier cette histoire qui a existé, qui est bien réelle, et faire en sorte que cette histoire devienne la vôtre, et donc de faire en sorte aussi que cette histoire finisse par vous écouter vous, et que c'est plus à vous d'écouter cette histoire, donc de l'illustrer. Qu'est-ce qui fait? C'est pour ça que je vous posais la question si vous aviez des visages en tête, parce que quand on voit par exemple que ce soit Roche Dizem, mais aussi Pio Marmaille, il est vrai que la manière qu'ils ont de jouer, de travailler aussi sur le corps, c'est quelque chose qui est... j'ai rarement vu ça, en tout cas, dans leurs précédents films. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comment vous faites aussi pour que vous ne soyez plus dépendant de cette histoire réelle, mais que ce soit elle qui dépende de vous. Alors, je sais pas, tant mieux si vous avez eu cette impression-là. Je suis content. Je sais pas. Je pense que c'est plusieurs couches successives de choses, de travail, de réflexion, mais la chose principale, c'est peut-être le temps passé ensemble, le temps passé avec les acteurs et le temps passé avec cette histoire. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas écrire plus vite et de temps en temps, c'est un peu, ça me désespère un peu ma lenteur. Mais la lenteur, elle est voilà le temps que je passe encore une fois, avec Hubert, avec Emmanuel, à discuter, à poser des questions, à reposer des questions, à reposer des questions, à sortir ensemble, à les voir, et jusqu'à ce que l'histoire, elle corresponde j'arrive à bon, déjà le temps passé, il est
comment dire, le film, il est construit à la fois, on l'a construit comme ça avec Jana Peckman, qui a coécrit le scénario avec moi. Il est écrit comme on s'était dit, on va épouser la navigation à vue, qui est celle de l'enquête d'Emmanuel Exbert, c'est-à-dire quelque chose à la fois construit, cohérent, mais en même temps de totalement libre et improvisé et un peu sauvage. C'est ça qui nous plaisait, de les voir évoluer tous les deux et de penser toutes les 2 minutes qu'ils allaient faire tomber la République et qu'il y avait une nouvelle qui tout d'un coup, voilà, et en fait, il ne se passait pas grand-chose, et ça nous plaisait beaucoup, de dire, mais il faut qu'on épouse cette chose-là, cette espèce de surprise permanente et de fausses alertes permanentes et de moments d'accalmie, des moments d'excitation, des moments de déprime, pour qu'on épouse ça. Donc il y avait la volonté d'épouser la navigation à vue de l'enquête journalistique, d'agréger toutes les sources qu'on avait à notre disposition, c'est-à-dire les interviews, les entretiens, les procès-verbaux, les auditions, d'utiliser toute cette littérature-là pour créer le texte. Et aussi, peut-être que, parce que c'est un peu une commande, ce film. C'est la première fois que je m'éloigne un peu de mon territoire de cinéma originel, qui est la Corse. Et si je l'ai accepté, je me suis dit, je ne peux le faire que si il y a aussi comme un journal intime, c'est-à-dire que le film ne montre pas, s'il ne montre pas le trafic en train de se faire, s'il ne montre pas des tonnes de cannabis qui passent les frontières, s'il ne montre pas les trafiquants en train de se tirer dessus, c'est pas parce que j'ai voulu le laisser hors champ, même si j'ai quand même voulu le laisser hors champ, mais c'est parce que j'étais pas là. Et tout ce qu'on voit dans le film, j'y étais. C'est une façon de le rendre pour moi très intime, puisque c'est une histoire à la fois lointaine et en même temps elle est intime dans la manière dont elle se déroule. D'une certaine façon, on a assisté à tout. C'est pas que tout est vrai, mais il y a comme voilà, avec Jeanne, on se disait, il y a à la fois il faut qu'on donne une impression aléatoire comme une navigation à vue. Il y a ce côté journal intime, et aussi que le film épouse la construction. C'est comme un grand comité de rédaction, le film, en fait. Qu'on voit, les comités de rédaction à Libération qu'on voit, on s'est dit, à un moment donné, j'avais en tête de les laisser dans leur totalité, c'est-à-dire 45 minutes, de commencer le film sur 50 minutes ou 45 minutes de comité de rédaction dans un temps réel, et après le film commencerait. Et finalement, ce temps s'est réduit parce que je me suis rendu compte que le film lui-même était comme un grand comité de rédaction. C'était vraiment la matrice du film. Et de l'autre côté, l'autre patron du film, c'est un espèce de comme un journal intime. Donc ce journal intime, évidemment, il est aussi comme si j'écrivais aussi des questionnements que je me posais au fur et à mesure du film, c'est-à-dire les questionnements moraux, politiques, la vérité, pas la vérité, pourquoi la vérité n'est pas le réel, c'est des questions que je me pose quand j'écris, parce que ça questionne la fiction, ça questionne le cinéma, ça questionne la fiction, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ose raconter ça? Est-ce que ça va pas être un peu trop théorique? Est-ce que ça va pas être un peu trop est-ce que comment le film reste malgré tout charnel, sensuel? Est-ce que la tension quand même demeure? Est-ce qu'on peut faire confiance à du récit comme ça, brut, sec, et que ce soit quand même absolument profond et passionnant? J'avais vu un film qui m'avait, peut-être dans les temps qui ont précédé l'écriture du film, qui m'avait beaucoup marqué, qui était un film de Ted Fent qui s'appelle Classical Period. Ted Fent qui vient de sortir un film là qui s'appelle Le bruit du dehors, qui est un jeune cinéaste américain, et qui mettait en scène une petite communauté de jeunes gens exégètes de Dante, et qui se réunissaient pour parler de notes de bas de page de Dante avec une précision, et j'avais été vraiment scotché par le film, par son audace et par sa confiance, la confiance qu'il avait dans ses personnages, c'est-à-dire de montrer des personnages qui vont exister par la parole, mais pas n'importe quelle parole, la parole qu'il déploie pour parler de ceux qui les passionnent le plus. Et je me disais, mais il faut avoir une vraie confiance pour ça, et ça existe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les voir avec leurs petits amis, leurs petites amies, leur famille, on les voit que dans ce qui les anime le plus, et on
a accès vraiment au sentiment dont vous parliez tout à l'heure et au cœur des personnages. Je me suis dit, ah là là, mais c'est vraiment ça, ça me touche beaucoup et sans doute ça a influencé un peu le projet, quoi, l'écriture de Enquête sur un scandale d'État. Alors, je disais au début de l'émission, et j'en suis désolé parce que c'est quand même un mot, enfin, pour moi, vraiment, je ne considère pas votre film comme ce qu'on a appelé ce genre de cinéma engagé, film dossier. Mais puisque, bon, je pense qu'au cinéma, quoi qu'on fasse, n'importe quel genre de film, on est engagé dans l'histoire, enfin, quand on crée, on s'engage. Bon, ça, c'est pas à vous, je vais dire ça. Mais il y a eu le cinéma français dans les années 70, c'est vrai qu'il y a eu comme ça une espèce de regain de pas mal de films comme ceux de Costa Gavras, Yves Boisset, etc. Voilà, je ne critique pas du tout la qualité des films, mais en tout cas, ils étaient là et c'était important qu'ils soient là. Mais quand on voit, et je ne les compare pas avec le vôtre, mais quand je vois Enquête sur un scandale d'État, il y a aussi cette envie, ce désir très fort d'utiliser toutes les possibilités que la fiction peut générer. Et donc, là, j'ai l'impression que pour moi, un film qui se veut, qui veut questionner une affaire d'État, très souvent, par le biais de sa mise en scène, a cette capacité de ne pas choisir entre le documentaire et la fiction. Et donc, de ne pas utiliser pleinement la fiction. Par exemple, il y a beaucoup de films où généralement, il y a une espèce de caméra à l'épaule parce qu'on a cette impression qu'ils veulent approcher de la réalité ou de la vérité. Et quand on voit votre film, on est tout de suite surpris par la mise en scène que vous avez choisie, la manière que vous avez choisi aussi de titiller la caméra, à savoir qu'il n'y a pas cette caméra à l'épaule. Au contraire, j'ai un ami critique de cinéma qui me disait la caméra, elle est sur pied, donc c'est intéressant le fait qu'elle soit sur pied. C'est un rapport qui nous permet, nous, d'avoir une sacrée distance avec ça. Et donc, la question est, même si vous avez fait des fictions, mais je vous la pose quand même. Pourquoi finalement ne pas avoir fait un documentaire et est-ce que c'était parce que vous aviez envie, pour le coup, d'utiliser toutes ces possibilités que la fiction peut donner, et donc à savoir de travailler la mise en scène? Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Après, bon, la question la question du documentaire et de la fiction, pour moi, c'est plus des questions. Je m'en défends en permanence parce que dans les débats, on me dit ah oui, c'est aussi du documentaire, donc je m'en défends parce que je sais ce que ça veut dire quand on me dit ça, c'est une façon justement de discréditer la fiction. Donc je revendique en permanence la fiction, mais c'est des frontières. Pour moi, c'est plus opérant ces différences-là. Il y a le film, il est très documenté. Il est documentaire au sens du travail en train de se faire, quoi, du travail qu'on mène avec pas simplement les actrices et les acteurs, la troupe, mais aussi les collaborateurs. C'est le travail qu'on peut faire en permanence avec Claire Maton, avec Jeanne Aptekman, dont je parlais, déjà avec Marion Monnier qui va monter. Cette matière-là, qui est ce scandale, le journalisme aujourd'hui, l'état de la vérité, le combat entre les récits ou les narratifs, comme on dit, ça, c'est la matière avec laquelle on va travailler, on va débattre, on va essayer d'inventer une forme. Et donc, d'une certaine façon, le film, il documente cette bataille qu'on mène tous au moment du tournage et avant et après, pendant le montage. Mais la fiction, elle passait aussi par... Je me disais, tiens, comment je peux trouver une équivalence de cinéma, de fiction, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. Et c'est vrai que ça passait absolument par la voix et le corps des actrices et des acteurs. Dans le film, il n'y a pas de vrais journalistes, de vrais trafiquants, c'est que de vrais juges, c'est que des actrices et des acteurs, et je leur ai confié, et c'est des grandes actrices, des grands acteurs, je leur ai confié cette matière-là, littéraire dont je parlais, et cette réflexion-là, et je leur ai dit, bon, comment on interprète ça? Comme on peut le faire au théâtre, c'est-à-dire on prend un texte et on va en donner une interprétation musicale, enfin une interprétation sensible, musicale. Donc ça passait. La fiction, elle passait pas par une invention de je sais pas quoi, de choses complètement imaginaires et farfelues. Ou ça passait pas par là. Ça passait par donner une version des choses, donner une équivalence de cinéma, donner une version d'interprétation des choses. Et c'est là où le travail des actrices et des acteurs dans le film est absolument essentiel.
Et c'est vrai que je me défends toujours un peu de la question du documentaire parce que ça évacue cette question du vrai travail d'interprète qu'ils font. Et surtout, je me défends toujours aussi d'une autre question dont je me méfie, c'est la question du réalisme ou du naturalisme. Et parce que pour moi, le film n'est ni naturaliste ni réaliste. Le montage ne l'est pas, le sujet ne l'est pas. Pour moi, le naturalisme, ce serait vraiment la mise en scène de quelque chose de quotidien. Or, dans le film, rien ne l'est. C'est pas quotidien, les choses ne sont pas quotidiennes, les enjeux sont pas des petits enjeux, c'est des grands enjeux. Et voilà, donc je suis toujours, même si la vérité du jeu, là, ce qu'on cherche, ce que les actrices et les acteurs cherchent avec moi de quelque chose qui a à voir avec le moment présent, donner une impression que quelque chose se passe en vrai sous nos yeux, me touche et m'importe. Mais c'est pas pour faire vrai, c'est pas pour faire authentique, je m'en fous complètement. C'est plus pour donner oui, je sais pas, pour un rapport à la vérité. Et comme la vérité est un des sujets du film, ça me paraissait important que ça passe par le filtre d'interprétation des actrices et des acteurs, donc par la fiction. C'est la vérité du jeu de vos comédiens qui va construire le découpage de votre film? Ah oui, en partie, oui. En partie, oui. En partie, oui. Qui va construire la tension, qui va construire la durée des scènes. C'est-à-dire que je vois le projet, pour moi en tout cas, le film, le projet de cinéma, il passe par les acteurs, il passe par le corps des acteurs, il passe par la pensée des acteurs. Et la pensée des acteurs, elle se voit dans les yeux. On voit des acteurs qui parlent, qui pensent, qui passent d'une idée à une autre en parlant. Et on voit que même si on ne comprend pas exactement ce qu'ils sont en train de dire, on voit très bien le mouvement de la pensée. Moi, ça me touche énormément ça, parce que j'ai l'impression tout d'un coup d'attraper quelque chose et c'est ce que j'avais dans le réel avec Hubert et Emmanuel quand je les entendais parler, discuter, débattre, se disputer. Je sentais l'effervescence de leur pensée, je sentais la précision de leur pensée, et je les voyais sous mes yeux émettre des hypothèses, des idées, en l'occurrence au sujet du trafic, de la lutte contre le trafic, du dévoiement de la lutte contre le trafic. Et du coup, j'avais l'impression d'entrevoir quelque chose de cette réalité-là qui est grave, profonde, violente, tragique, et que ça me parvenait beaucoup plus que si je voyais des flingages dans une rue de Marseille, même si on en voit un dans le film. Mais vous parliez de ça, de cette parole-là, donc c'est un film qui n'est pas du tout bavard, parce que pour moi, un film bavard, c'est un film qui ne pense pas et qui ne dialogue pas avec nous, spectateurs. Et j'ai cette impression, dans Enquête sur un scandale d'État, que quand vous parliez de vouloir filmer le comité de rédaction, enfin les réunions rédactionnelles, j'ai cette impression que lorsqu'ils se parlent entre eux, ou même quand Rochdy et Pio se parlent entre eux, il y a toujours, j'ai l'impression que le film à ce moment-là pense P-E-N-S-E, bien évidemment. Et donc, comme il pense, nous, on ne se sent pas obligé, mais on a très envie d'intervenir. Et il y a comme ça un effet très interactif qui est assez fascinant. Filmer la parole, c'est pas si évident que ça. Et c'est très drôle parce que, si je me trompe pas, vous aviez joué, vous, acteur, dans le film de Bertrand Bonello sur Saint-Laurent. Et il y a un moment, je crois que vous jouiez enfin, en tout cas, vous avez joué le rôle d'un journaliste pour de Libé. Ouais, de Libé, oui. Un très beau film. Et il y a un moment dans ce film, un truc extraordinaire, c'est que Bonello prend le temps de filmer une espèce de dialogue entre Régnier, enfin, il y a quelque chose comme ça. Sur le financement. C'est juste énormissime, et c'est là peut-être une des plus belles séquences du film. Et c'est vrai que quand moi je dis pas que vous prenez ce que fait Bonello, pas du tout. Hein. C'est par rapport au travail sur la parole. Et est-ce que filmer la parole, déjà comment on filme la parole, et puis surtout, est-ce que ça nous permet aussi à nous, spectateurs, petit 1, de voir que le film pense, et puis surtout de dialoguer avec le film? Parce que, je vous le dis, on a toujours cette envie de dialoguer avec le film. Bah, je suis très heureux de ça. Si ça, vous avez ressenti ça, ça me, encore une fois, parce que c'est la sensation dans laquelle j'étais, moi, beaucoup avec Hubert et Emmanuel. C'est-à-dire que j'avais envie d'intervenir, mais j'arrivais pas parce que j'avais pas cette pratique-là. Et je pense que pour filmer la parole, il faut, c'est encore une fois, c'est l'énorme travail des acteurs et des actrices qui ont à la fois travaillé, répété, pas au sens répété, répété, mais pratiquer cette parole-là.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas filmer la parole s'il n'y a pas une pratique de la parole à filmer. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous et moi, on décide de parler du trafic de drogue là maintenant, ben même si on a 3 vagues idées sur les choses, ça va être très compliqué à pas juste dire des banalités, enfoncer les portes ouvertes. Mais peu à peu, il y a une familiarité avec la parole, avec certains concepts, avec des idées. Nos idées s'allongent, c'est-à-dire nos idées, nos pensées s'allongent. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi au théâtre quand on a attrapé des textes compliqués. Souvent, des textes compliqués, quand je dis des textes compliqués, c'est-à-dire des grands textes, c'est des textes qui pensent très avec beaucoup d'élan, c'est-à-dire les phrases sont très très longues, et on apprend ça quand on est actrice ou quand on est acteur, il faut aller au bout d'une idée. C'est très très compliqué pour la faire passer. Et pour aller au bout d'une idée, ben, il faut avoir son point d'arrivée, son point de départ et son point d'arrivée, même si on ne sait pas très bien à l'intérieur comment on va passer. Et c'est vraiment physique, c'est un travail physique, mais ça passe par une pratique. Et à partir du moment où les actrices et les acteurs ont fait ce travail-là, on l'a fait ensemble, hein, par exemple avec Pio Marmaille et Roche Dizem, on a eu accès, Emmanuel Fontaine nous a donné l'entièreté des enregistrements qu'il avait menés avec Hubert Avoine pour le livre. Ils sont partis à Lugano, comme on le voit dans le film, ils ont mené des heures et des heures d'enregistrement, et Emmanuel nous a donné accès à ces enregistrements, on les a retranscrits, et on est parti avec Pio et Roger, on est parti en Corse, et on a travaillé sur les personnages à partir de ces matériaux-là, de ces retranscriptions. On a commencé à travailler sur les personnages à partir de la lecture. Donc c'était vraiment une parole déjà très, comment dire, il y avait un dispositif très particulier parce que c'était Emmanuel qui posait des questions et Hubert qui répondait. Et en répondant, en analysant, en décryptant la parole d'Hubert, on se rendait compte que non seulement il répondait, mais aussi il se réinventait, il s'inventait. On avait l'impression d'avoir effectivement un journaliste et sa source qui allait écrire un livre, mais si on faisait un tout petit pas de côté, on se rendait compte qu'il y avait aussi un metteur en scène et un acteur qui allait se préparer pour un stand-up, voilà, pour un truc de stand-up. Et ça, on s'est dit, ah mais c'est incroyable comment... Et ça passait par la langue, ça passait par les mots, ça passait par la vitesse, par la rapidité du débit ou par le rire d'Hubert. Et c'était, on a pu déterminer le fonctionnement et le projet des personnages, mais surtout le personnage d'Hubert, à partir de son langage, à partir des récits qu'il faisait. Et je pense que cette familiarité avec la langue d'un personnage et de son souffle et la pratique de cette langue déjà évacue toute la psychologie. Il n'y a pas besoin, même si Hubert dans les entretiens parle de son passé, de son ancrage syndical avec son père en Normandie. Donc il raconte d'où il vient, mais il en fait le récit. Il n'est pas en train de dire ah oui quand j'étais enfant. On n'est pas du tout dans la psychologie. On est dans uniquement dans l'enregistrement du récit que quelqu'un fait de lui-même. Et on n'est pas en train de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il ment pas. C'est pas là, on s'en fout. C'est pas la question. La question c'est qu'est-ce qu'il est en train d'inventer de lui, qu'est-ce qu'il donne à entendre, qu'est-ce qu'il donne à voir, et est-ce qu'on on arrive à projeter des images ou des sensations sur ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'était quand même je pense que c'est une bonne rentrée pour nous à la fois dans le film et dans les personnages. Et aussi de se rendre compte que c'était des personnages qui étaient des grands bavards. Parce que c'est vrai qu'on m'a dit oui, mais c'est un film où il y a beaucoup d'informations, il faut s'accrocher. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Les informations, c'est pas grave. Il n'y a pas d'informations capitales à capter qui nous permettraient de comprendre. C'est pas ça. Il faut comprendre que c'est des personnages qui parlent beaucoup. C'est un journaliste de Libération qui est dans le département police-justice, donc il passe sa vie à parler. Et il y a un autre qui aime, c'est la chose qu'il aime le plus, parler. C'est ce qui définit les personnages. C'est ça qui est important. D'ailleurs, je disais à un moment, dis aux journalistes, fais attention aux mots que tu utilises vers exactement. La fin. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Il dit, ouais. Surveille ta façon de parler. Il dit même pas surveille ce que tu dis, il dit surveille ta façon de parler. D'accord, tu as raison. Et donc, il y a une reprise en main, il y a une reprise de pouvoir du personnage d'Hubert par Roche Dizem à ce moment-là.
J'ai l'impression que vous avez parlé un peu de théâtre et quand vous avez été metteur en scène, je voulais savoir, est-ce que, j'en suis désolé, je n'ai pas vu vos mises en scène, donc Non. mais je voulais savoir, est-ce que ça vous a beaucoup aidé mettre en scène donc une pièce de théâtre, au-delà même de la direction d'acteur, est-ce que ça vous a beaucoup aidé dans la façon de construire une scène, une scénographie avec donc les 3 films que vous avez réalisés et en particulier sur le dernier, Enquête sur un scandale d'État? Alors c'est pareil, de la même façon que je me défends du documentaire, je suis obligé de me défendre du théâtre, mais comme on est entre nous, je vais. Oui, évidemment, mais ça. Après, le théâtre est tellement, voilà, quel théâtre? C'est-à-dire que, voilà, c'est pas parce qu'on fait du cinéma que ça va être plus simple de faire du théâtre, par exemple. Quel Ah oui, cinéma non, on fait? c'est pas ce que je Il voulais y a, dire, hein, du tout. Hein. mais disons que c'est plutôt euh, le rapport à, certainement le rapport aux acteurs, hein, et le fait que dans les spectacles dont je faisais la mise en scène, je jouais pratiquement dans tous, donc ça a été important. Et sans doute, euh, un rapport au présent, encore une fois, le rapport au présent qu'on cherche au théâtre sur le plateau, c'est-à-dire un truc de présent pur, c'est-à-dire à se connecter, à arriver à faire en sorte que le temps de celui qui regarde est exactement le même temps et synchronisé avec le temps de celui qui est sur le plateau et joue. C'est-à-dire vraiment quelque chose de très... on est dans le même espace-temps. Il n'y a pas des gens qui répètent un truc qu'ils ont fait 1000 fois et qui ne changeraient de toute façon pas de quoi qu'il se passe, et des spectateurs qui regardent quelque chose de figé. On essaie de... Voilà. Et puis le grand metteur en scène Peter Brook qui vient de mourir, par exemple, était vraiment un des grands chamans de la synchronisation du temps entre la salle et le plateau. Donc il y a peut-être cette chose-là qu'on essaye on essaye avec Claire Maton et qui fait la direction de la photographie et toute l'équipe, par exemple, sur le plateau, d'être très attentif et très d'entendre à chaque fois que ce temps-là, ce pur présent est là, de l'entendre quand nous, on est derrière, dès qu'on voit que sur le plateau, les acteurs, on voit que quelque chose est en train pas de se passer au sens d'extraordinaire, mais quelque chose est en train de se poser, de dire, ah, c'est à ce moment-là, et il faut tout arrêter autour et filmer. Voilà. On est attentif à ça. Alors peut-être dans ce sens-là, c'est quelque chose auquel j'ai été sensible dans le travail de répétition au théâtre, et c'est aussi une des choses qui au théâtre m'a fait le plus souffrir, parce que ce qu'on trouvait de temps en temps de très gracieux et beau et unique en répétition, quelquefois il nous fallait 2 mois et demi pour le retrouver en une représentation, et on se passait 30 représentations à être à côté. C'est ce qui me faisait souvent le plus et que peut-être au cinéma, comme on a à l'attraper qu'une seule fois, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vise. On vise pas de répétition, une prise sur le plateau. Pas tout le temps le cas, mais Enquête sur un scandale d'État, il y a quasiment c'est des longues prises, mais il y en a qu'une, la plupart du temps en tout cas. Comme si c'est pas comme si ça se passait. Comme si ça se passait. Et si ça se passe pas, on filme pas. Et une fois que ça s'est passé, ça va pas se repasser. Donc alors, on pourrait aller beaucoup plus loin et essayer de filmer comme le fait Philippe Garrel dans une chronologie totale, exacte. Mais voilà, après, donc on a à l'oreille ou dans l'œil quelque chose qui nous fait dire là, quelque chose est en train d'arriver là, qui est au présent. Et après, c'est aussi sans doute j'allais dire, c'est plus que nos références, c'est nos guides il y a quelques films qui nous guident comme ça, qui sont des films vraiment aussi de pur présent, quoi, et de pur. Dernière question, j'aurais dû commencer par cette question pour introduire l'émission, mais c'est un bazar organisé, cette émission. Je veux tout simplement savoir, pour le coup, pourquoi avoir filmé pourquoi avoir fait ce film? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette histoire? Bon, alors, c'est toujours plusieurs choses, hein. Avant de décider de faire un film, moi, ça met vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps.
pour que je me décide. Et en fait, quand je me suis décidé, je me suis même pas rendu compte. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de travailler et en fait, le film est. Mais d'abord, c'est un sujet d'étude. C'est encore une fois, c'est la rencontre. Bon, c'était une commande d'un producteur pour faire une mini-série du livre, adapté du livre L'Infiltré. Et finalement, c'est devenu autre chose, c'est devenu un film. Et ce qui a décidé le film, je pense, c'est vraiment la rencontre avec Emmanuel et Hubert. C'était leur relation à tous les deux, c'était la grande sympathie, l'affection que je sentais entre eux et que je pouvais, voilà, et qui m'a tout de suite, la rencontre et le fait qu'ils m'ouvrent les bras et les portes à la fois de la rédaction de Libération d'une certaine expertise sur le trafic et la lutte contre le trafic pour Hubert, je me suis dit, tiens, il y a à la fois un couple de cinéma, il y a à la fois un personnage qui était Hubert, qui est un personnage à la fois du passé et en même temps que je n'avais jamais vu au cinéma, c'est-à-dire Hubert, vraiment personnage comme ça, facilitateur, comme on dit. Enfin, il y en a beaucoup des personnages dont qui ont défrayé la chronique dernièrement, comme Hubert, peut-être plus médiatique que lui, mais je me suis dit, ah, ça, ce personnage-là, je l'ai jamais vu au cinéma, et en même temps, c'est un personnage, je trouve, très moderne, très contemporain, et en même temps un personnage qui vient déjà du passé, qui est déjà, d'ailleurs, il est mort pendant le film, mais il vient déjà il le dit d'ailleurs dans le film, il vient déjà d'un monde qui est en train de passer, voire qui n'existe plus. Et le personnage, la vraie personne d'Emmanuel, qui est jeune journaliste d'un grand quotidien à Libération, de dire tiens, il y a quand même la rencontre de deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer et qui cheminent un moment ensemble et qui, moi, m'ouvre les portes à la fois d'une réalité qui me questionne aujourd'hui. Le journalisme, qui décide que les choses sont des scandales, comment on écrit aujourd'hui, comment on mène une investigation au long cours, et comme la question de la vérité ou du récit, du récit qu'on fait des choses et que le politique, le journaliste fait des choses, me questionne, me perturbe, me rend très sceptique. Je me suis dit que voilà, c'était l'occasion et qu'il y avait aussi une manière une possibilité d'interroger la fiction au cinéma aussi, parce que eux-mêmes sont pas dans la fiction, je vais pas dire ça parce que ce serait péjoratif, mais sont dans une certaine forme d'écriture dramaturgique qui pose un certain nombre de questions quand même. C'est-à-dire que quand le journalisme se pose la question de la tension, du rythme, de capter son lectorat, voire la société des rédacteurs pour avoir éventuellement une, ben on peut s'interroger non pas sur la sincérité, mais sur la question de la marchandise, que représentent les récits journalistiques, politiques, voilà. C'est ça qui est ironique dans le film, c'est-à-dire qu'on fait le reproche à Hubert d'être possiblement mythomane, mais jamais le récit des autres n'est questionné dans ce qu'il a de plus comestible et facilement achetable. Et ça m'intéressait quand même. Politiquement, ça m'intéressait. Je rappelle donc le film Enquête sur un scandale d'État est édité en DVD Blu-ray depuis maintenant le 5 juillet dernier chez Pyramide, si je ne me trompe pas, et distribué par Arcade. Et donc, c'est ce qui a fait que nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir en parler. Je vous invite donc, bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien, vous cliquez, vous avez toutes les informations concernant le film. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous écouter. Et je vous remercie d'avoir pris le temps, en tout cas, après des mois et des mois de la sortie du film, c'était en février, de revenir sur ça. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry de Peretti. Merci à vous. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.